Ça fait plusieurs fois qu'on me parle de la plateforme Wimix, qui se veut être un petit peu le Steam du Web3. C'est une plateforme de jeux sur laquelle il y a évidemment des jeux, je t'apprends rien, et sur ces jeux-là, tu peux générer des tokens si tu joues correctement. Pour pouvoir jouer, ça ne demande absolument aucun investissement, et ce sont des jeux que tu peux télécharger sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. J'ai donc tenté l'expérience pour regarder à peu près à quoi ça ressemble, et pour voir si effectivement ça valait le coup de se lancer là-dedans. J'ai joué à 2 jeux, dont un qui était un MMORPG pendant environ 2 semaines, et à un autre qui était un jeu qui ressemble un petit peu à un Clash Royale pendant environ 1 semaine maintenant. Mon avis sera du coup pas global malheureusement parce que j'ai pas testé tous les jeux, garde juste ça en tête. Également par rapport à mon avis, c'est ma propre expérience et du coup tu auras peut-être une expérience différente, tu seras peut-être tombé sur des jeux à un meilleur moment ou alors avec une difficulté plus faible pour pouvoir sortir de l'argent, c'est totalement possible. Maintenant que j'ai fait ces petits disclaimers, on peut directement attaquer dans le dur du sujet. Je vais commencer par te parler du premier jeu auquel j'ai joué. Ce jeu là c'est Décarrongé, c'est un MMORPG, alors pas type World of Warcraft, mais plutôt un MMORPG qui se veut à moitié passif mais pas vraiment. En tout cas c'est le speech qu'on m'a fait quand on a essayé de me le vendre. On m'a dit ce jeu là est intéressant parce que tu peux jouer sans vraiment jouer, il peut tourner au fond de ton ordinateur et tu peux faire tes autres trucs sans aucun souci. Et donc je me suis dit écoute ça peut être intéressant, mon ordinateur tourne quasiment toute la journée et je vais pouvoir y jouer de façon passive quoi, normal. Pour pouvoir jouer c'est assez simple. C'est tout simplement un site assez classique de jeux vidéo sur lequel tu vas aller et tu vas venir télécharger le launcher qui lui va venir télécharger le jeu pour venir gérer les mises à jour quand il y en a. Pour pouvoir te créer un compte, ça fonctionne avec un compte Google ou alors un compte Facebook. J'ai personnellement utilisé l'option du compte Google et ça va juste se connecter à ton compte Google pour pouvoir te créer un compte sur leur jeu. Je précise également que tu peux jouer au même jeu sur le téléphone avec également ton même personnage. Les comptes sont finalement liés. Tu peux juste pas jouer, ton personnage est sur l'ordi et sur le téléphone en même temps, ce qui finalement est assez logique. Une fois le jeu téléchargé, évidemment je le lance. Comme pour tous les jeux, il y a évidemment un petit tutoriel de 5-10 minutes qui t'explique un petit peu comment jouer. Globalement, tu as un personnage, ce personnage là en cliquant sur différents endroits de la map, tu peux le faire se déplacer, et ton objectif finalement, c'est de venir taper les monstres. En tapant les monstres, tu vas venir gagner des ressources, et ces ressources là, tu vas pouvoir les utiliser pour fabriquer des équipements plus puissant. Et plus tu es fort, plus tu peux taper des monstres qui sont forts. Voilà, je te spoil, c'est un petit peu le concept de quasiment tous les MMORPG, avec une histoire en plus. Alors il y a une histoire dans le jeu, je vais pas te mentir, je ne l'ai absolument pas écouté, je ne sais pas de quoi ça parle. Notamment parce que la seule mention de l'histoire que j'ai reçue, c'était au niveau du tutoriel. Donc plus que ça, je ne sais pas. On arrive à peu près à la première demi-heure, donc j'ai joué activement jusque là et je me dis écoute, maintenant c'est bon, c'est cool, j'ai joué, je veux passer à autre chose, je veux pouvoir faire mes trucs, j'avais des dessins à terminer, j'avais des miniatures, bref, je voulais continuer mon taf. Et donc je me dis on va regarder pour faire tourner le jeu en automatique. Il y a donc un bouton qui s'appelle littéralement auto et quand tu appuies dessus, ton personnage va venir gérer les combats en automatique. C'est-à-dire que ton personnage va venir utiliser ses skills, ses compétences, il va venir attaquer tout simplement et il va venir consommer des potions pour régénérer sa vie en automatique. Jusque là tout va bien, c'est un petit peu ce qu'on m'a vendu. Donc je mets mon personnage en automatique et puis moi je continue de taffer sur ma vidéo. Il y a même un petit screen automatique qui se met en fait quand tu n'es pas actif sur le jeu, ce qui est plutôt cool et ce qui est bien pensé et qui montre clairement que l'objectif c'est de pas tout le temps être actif dessus. Je fais donc mon montage et 15-20 minutes plus tard, je reçois une notification. Alors c'est pas vraiment une notification mais c'est surtout un son. Il y a un son qui me dit que mon personnage n'a plus beaucoup de vie parce qu'il a cramé toutes ses potions. Du coup qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement à la boutique, au marchand et je vais lui acheter de nouveau des potions, le maximum de potions que je peux acheter et je vais retourner farmer. Je me dis que peut-être que j'avais pas assez de potions et voilà, c'est pour ça, rien de bien dramatique jusque là. 20 minutes plus tard, j'ai de nouveau le même souci. J'ai de nouveau ce petit son à l'oreille, cette petite notif qui me dit « Attention, ton personnage va mourir, il faut faire quelque chose ». Encore une fois, je retourne acheter mes potions, je reviens. Il faut savoir que ça prend environ 30 secondes, 1 minute, si tu décides de payer pour pouvoir le faire dans la monnaie du jeu, qui sont les gold, donc une monnaie que tu as en abondance et qu'il n'y a pas trop de soucis dessus. Et si tu ne veux pas payer, ça prend environ 3 minutes parce qu'il faut retourner voir le marchand, que parfois le marchand il est quand même assez loin de toi. Donc je relance mon farming et je me rends compte qu'en fait, c'est effectivement ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Toutes les 20-30 minutes, et un petit peu plus en fonction des zones dans lesquelles tu vas venir farmer, mais évidemment si tu vas farmer dans des zones qui sont trop bas niveau, donc que tu ne perds pas beaucoup de points de vie, les récompenses sont totalement négligeables et ne sont pas intéressantes. Donc finalement on passe d'un jeu qui est vendu un petit peu comme passif, à un jeu qui va quand même venir te prendre 5-6 minutes par heure. 5-6 minutes par heure, ça peut sembler négligeable, dit comme ça, mais concrètement, quand tu es en train de faire ton taf,
T'as pas 2-3 minutes toutes les demi-heures pour pouvoir venir checker ton personnage, lui donner de la vie, etc. et repartir. Et je te parle même pas de l'effet monstrueux que ça a eu sur ma concentration au bout des 2 semaines. Vraiment, j'avais l'impression de patauger, de pas avancer dans mes trucs parce que toutes les 20-30 minutes, j'avais cette petite notif qui venait me dire « Mage, vas-y, retourne, va chercher des potions, on revient plus tard. » Alors j'ai quand même persévéré et on a continué parce qu'effectivement on avait une guilde sur le serveur avec entre 10 et 20 joueurs qui étaient effectivement actifs et qui ont suivi l'aventure. Notamment grâce à vous les gars parce que j'avais partagé la vidéo pour expliquer ce qu'on faisait, l'expérience et pour voir vraiment ce qui allait se passer dessus. On commence du coup à monter les niveaux, on passe au niveau 20 qui finalement est un petit peu la fin du tutoriel et après on arrive même carrément jusqu'au niveau 30. Faut savoir que quand on a lancé le jeu la première fois, on n'avait pas vraiment d'expérience pour pouvoir savoir comment le forcer, comment vraiment optimiser l'expérience et tout ça. C'est seulement venu par la suite et même avec des guides finalement tant que tu l'as pas fait par toi-même, ça reste compliqué de pouvoir prévoir ta progression. Bref, il nous a fallu environ une semaine et demie pour être au niveau 33, 34, 35. À partir de là, on arrive à avoir donc la guilde. Faut donc savoir qu'on a passé un temps déjà non négligeable, sur une semaine et demie à jouer à ce jeu-là. Et là maintenant, si t'as un petit peu suivi le sujet de la vidéo, tu dois te dire, mais ils sont où les tokens? Comment on génère de l'argent finalement avec ce jeu-là? Comment ça fonctionne? Eh bien, on y arrive finalement. Dans ce jeu-là, il y a une ressource assez rare qui s'appelle les Noonvis Crystals. On va dire tout simplement des cristaux pour simplifier. Ces cristaux-là, quand tu en possèdes une certaine quantité, environ 400 000 au moment là où j'ai joué à ce jeu, eh bien tu pouvais transformer tes 400 000 cristaux directement en un token qui s'appelle de Linkar, du coup le token du jeu, et ce token là pouvait être revendu via la plateforme de Wimix. Maintenant il faut bien comprendre comment sont générés ces cristaux finalement, parce que c'est ça ce qui va faire en sorte que tu peux générer de l'argent ou pas via ce type de jeu. Les cristaux, il y a deux façons de venir les générer, deux façons principales. Après de temps en temps quand tu valides des quêtes ou quand il y a des événements, tu peux en générer également. Pour les deux principales, voilà comment ça fonctionne. La première, c'est une zone que tu vas venir débloquer au niveau 30. Cette zone là, quand tu vas venir tuer des monstres, là où tu n'as pas du tout le niveau pour venir les tuer au niveau 30, du coup il faut quand même continuer de gagner de l'expérience parce que c'est pas suffisant au niveau 30, eh bien tu vas gagner des minerais quand tu vas venir les tuer. Ces minerais là, tous les 1000 minerais, tu vas pouvoir les échanger contre 18 000 cristaux. C'est pour ça que je te dis accroche-toi bien parce que c'est pas facile de suivre exactement comment tout fonctionne. Globalement au niveau 35-36, j'arrivais à peu près à générer 1000 or par jour. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un temps limité dans cette zone là et qu'en plus de ça le PVP est actif donc les utilisateurs peuvent attaquer. 1000 or, et quand je dis or c'est or pour minerai, et ben ça correspond à 18 000 cristaux. À savoir qu'il faut 400 000 cristaux pour pouvoir faire le moindre échange et que pour jouer dans cette zone là ce n'est pas du passif mais c'est bien de l'actif car c'est assez compliqué, il faut gérer ses potions etc. Tant que tu atteins pas un certain niveau qui est potentiellement le 40+, et bien on en revient à pouvoir faire un withdraw, du coup un token qui a une valeur de 4 $ tous les 20 jours, avec un investissement temps d'environ 1 à 2 heures par jour, sans compter toute l'expérience que tu t'arranges pour gagner à côté en faisant tourner le jeu. Je répète, ce n'est pas comme la majorité des jeux là où quand tu joues et que tu as un mode passif, eh bien tu peux éteindre ton téléphone, tu peux éteindre ton ordinateur, tu peux dormir, ça fonctionne. Non, ici tu dois garder ton téléphone allumé, tu dois garder ton ordinateur allumé avec le jeu affiché à l'écran. Ce qui veut dire que sur ton téléphone tu peux absolument rien faire d'autre ou alors que tu dois le mettre sur l'ordinateur. On est donc sur 20 jours pour générer 4 $ et encore c'est l'estimation haute, on va dire qu'il te faut 2 heures par jour, ce qui nous fait 4 $ divisé par 40 heures, ce qui nous fait une moyenne à 10 centimes de l'heure. Ouais, comment dire? Et là tu vas te dire, mais attends, tu m'as parlé d'une autre méthode, peut-être que la deuxième méthode fonctionne un petit peu mieux. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir. L'autre méthode, c'est de venir taper des boss. Pour pouvoir venir taper des boss, déjà il faut faire partie d'une grosse guilde, ou alors avoir de la chance qu'il y a pas mal de joueurs qui viennent au même endroit, au même moment pour venir attaquer le boss. S'il n'y a pas minimum 15 joueurs qui tapent le boss en même temps et qui ont un niveau raisonnable, il n'y a quasiment aucune chance que tu tombes le boss, ou alors ça va venir te prendre plusieurs heures. Et là, vu que c'est taper du boss, on parle vraiment d'un gameplay actif. Et on parle d'un gameplay actif qui n'est pas du tout passionnant. C'est tout simplement déplacer ton personnage et venir le remettre au même emplacement à partir du moment là où le boss ne t'attaque plus. Vraiment, c'est le pinacle du fun, j'ai adoré cette expérience. Sur chaque boss que tu vas tomber, faut savoir que nous ça nous prenait environ 1 heure pour tomber à un boss si c'est pas plus. Tu vas venir générer environ 50 000 à 60 000 cristaux. Ah, c'est déjà plus intéressant. Et ces 50 000 à 60 000 cristaux, il t'en faut environ 8 pour pouvoir faire un withdraw et donc pour pouvoir récupérer ces 4 $. Ce qui correspond du coup à 4 $ divisé par 8 heures, ce qui est déjà plus intéressant. On est à 50 centimes de l'heure. Alors oui, c'est toujours très faible, mais en plus de ça, ça c'est dans le cas là où tout se passe bien.
C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce résultat-là, tu as déjà mis quasiment 2 semaines pour y arriver, pour trouver une guilde, pour monter de niveau, etc. Et qu'en plus de ça, à partir de ce moment-là, il faut également que ça arrive. Parce que oui, c'est pas 8 heures d'affilée comme ça. Non, au contraire. C'est parfois, il y a quelqu'un sur le Discord qui va voir un boss, qui va mettre la notification. Il faut attendre que tout le monde vienne au boss et qu'il y ait effectivement assez de monde au boss pour pouvoir commencer à l'attaquer, avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Dans notre guilde, c'est donc la stratégie qu'on a décidé de faire, c'est d'aller taper les boss. Au bout d'environ une semaine et demie, on a donc réussi à faire notre premier boss. On a un peu galéré, hein, mais on a quand même réussi finalement. Donc là, on s'est dit, bah c'est bon, on a capté comment ça fonctionne, on va pouvoir réutiliser la même stratégie. Et là, faut que je te parle d'une mécanique que j'ai pas encore beaucoup mis en avant dans le jeu, le PVP. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent se taper entre eux. Alors nous, on était une guilde, on s'est jamais tapé entre nous parce qu'on était censé travailler ensemble. Donc il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là. Mais faut savoir qu'on n'était pas les seuls sur le serveur. On a joué sur le serveur européen numéro 5 pour information. Et sur ce serveur-là, comme sur l'écrasante majorité des serveurs finalement, eh bien il y a une guilde russe qui règne en maître. Quand je te dis en maître, c'est vraiment en maître. Les gars ont clairement le monopole. Ils avaient des personnages qui étaient largement plus haut niveau que nous et ils ont vu qu'on a chopé un de leurs boss. Je te laisse deviner ce qui s'est passé ensuite. On s'est fait donc directement attaquer sur le prochain boss qu'on a essayé de faire. Clairement, gérer un boss, plus une équipe en face qui est 2 fois plus nombreuse que la tienne, avec plus de niveau d'avance que la tienne et du meilleur équipement, comment te dire que ce n'est pas possible. Suite à ça, on est donc retourné farmer et il y en avait plusieurs dans le chat du Discord qui nous disaient qu'ils se faisaient tuer par les Russes. Littéralement, les Russes en fait ont décidé de rendre la vie injouable aux différents joueurs et donc finalement cette stratégie là ne jouait absolument pas. Et à partir de là, l'histoire s'est arrêtée et j'ai plus trop suivi ce qui s'est passé. Et ce à cause d'un différend avec la personne qui gérait la guilde. Alors sur des cas rongés, est-ce que c'est possible de générer des crypto-monnaies? Oui, c'est possible de générer des crypto-monnaies. Par contre, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et ça demande également à le faire à un jeu qui n'est pas du tout plaisant à jouer. Les chiffres que j'ai mis en avant dans la vidéo avec le 10 centimes de l'heure ou le 50 centimes de l'heure, ça va dépendre également de la performance de ta guilde, du nombre de joueurs et de leur niveau. Il y a probablement moyen de faire plus d'argent que ça, hein, clairement. Mais pour le coup, nous, personne n'a réussi à retirer quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il fallait taper assez de boss et qu'on s'est fait déboîter par les Russes juste avant. Le mec qui gérait la guilde a essayé de discuter un petit peu sur le Discord pour voir là où ça en était cette histoire et si c'était normal. Et on n'a pas eu plus de réponses que ça, si ce n'est que oui, c'est pas bien, mais vous avez rien contre eux, ils jouent au jeu normalement. Alors, en gros, c'est ça. Globalement, à ce niveau-là, des cas rongés, ça en valait plus la peine. Je pense donc que tu l'as compris, sur les quasiment 2 semaines là où j'ai joué à ce jeu, je n'ai absolument sorti 0€. Heureusement, 2-3 jours plus tard, il y a un nouveau jeu qui sort qui s'appelle Crypto Arena. Et là, c'est quelque chose qui me parle déjà beaucoup plus parce que c'est un clone de Clash Royale. Le concept est assez simple. C'est une arène qui est séparée en 2 parties. Dans ta partie, tu vas avoir 2 tours et un champion et ton adversaire également. L'objectif, c'est d'attaquer la base ennemie et de venir faire tomber ses tours et son champion. Et à chaque fois que tu fais tomber une tour ou son champion, tu vas marquer un point. À la fin du compteur temps, la personne qui a le plus de points a gagné. Si tu as déjà joué à Clash Royale, c'est exactement ça, avec le champion en plus à la place de la tour du roi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'inspirait déjà beaucoup plus, parce qu'à l'inverse de l'autre jeu, là où j'avais pas du tout envie d'y jouer, celui-là en fait, c'est un jeu auquel j'aurais pu jouer de mon plein gré. Ça fait quand même un moment que je joue plus aux jeux sur téléphone, mais clairement, il y a quelques années, c'est un jeu auquel j'aurais très clairement pu jouer, comme ça, à la pause, pour m'amuser, et en plus de ça, c'était un jeu crypto. J'ai donc téléchargé le jeu. Également la même procédure, tu vas venir télécharger le jeu donc sur le Play Store pour celui-ci. Je crois qu'il est également disponible sur iOS. Et après tu vas venir linker à un compte Google. Et voilà, tu peux jouer, t'as ton compte. Petit tutoriel évidemment pour t'expliquer comment ça fonctionne. Et tu peux jouer. C'est exactement les mêmes mécaniques, le même fonctionnement que Clash Royale. Quand tu gagnes des combats, tu gagnes des coffres. En ouvrant ces coffres-là, tu vas venir gagner des ressources, notamment des cartes et de l'or pour pouvoir venir améliorer ton deck. Et là, tu dois te dire, ok, mais du coup, elle est où la partie crypto là-dedans? Dans les coffres, il y a également une autre ressource qui s'appelle des étoiles. Ces étoiles-là, quand tu en possèdes un certain nombre, et qu'en plus tu as un certain niveau dans le jeu, le niveau 7, eh bien tu peux venir les échanger contre une crypto-monnaie qui s'appelle le Strico. Cette crypto-monnaie là, elle a une valeur d'environ 4$ au moment là où je parle, et il te faut environ 1500 étoiles pour pouvoir faire cet échange. Faut savoir que si tu t'arranges juste pour venir récupérer les étoiles dans les coffres, tu en as pour très longtemps. Il y a cependant une autre méthode pour pouvoir en gagner. Dans la journée, à certains horaires spéciaux, il y a des combats spéciaux qui sont disponibles. Ce sont des combats étoiles. Ces combats-là te permettent de faire un combat contre quelqu'un
mais de pouvoir miser dessus. C'est-à-dire que tu vas miser des étoiles, et si tu gagnes le combat, tu gagnes le double quasiment de tes étoiles, alors que si tu le perds, tu perds les étoiles que tu as misées. Pour que ce soit plus simple, globalement tu vas venir miser 300 étoiles, si tu perds donc ces 300 étoiles que tu as misées, et si tu gagnes 540 étoiles, du coup ce qui te fait un plus de 140. Sachant que les combats durent entre 2 et 3 minutes, c'est quand même plutôt intéressant. Maintenant, il faut bien prendre en compte que tu vas venir perdre plus d'étoiles sur une défaite que ce que tu vas gagner en cas de victoire. Le jour du lancement du jeu, je me suis donc positionné là-dessus et j'ai fait la majorité des combats que je pouvais faire. Le jour du lancement du jeu, je me suis positionné là-dessus et j'ai fait 3-4 combats comme ça. J'ai gagné tous mes combats, ce qui était plutôt cool, et donc je me suis retrouvé dans une position là où j'avais quasiment assez d'étoiles pour pouvoir venir les retirer et finalement pouvoir cash out. Il me manquait juste quelques étoiles, donc j'ai attendu quelques jours avec les coffres pour pouvoir les choper sans avoir besoin de risquer un petit moins 300 en cas de défaite. Et là je découvre que finalement il faut effectivement avoir un certain niveau pour pouvoir faire le withdraw, donc il faut avoir le niveau 7, et à l'heure actuelle là où je tourne la vidéo, je suis au niveau 6 et ça fait environ une semaine que j'ai joué. Je pense qu'il me faudra environ une semaine de plus pour pouvoir passer ce niveau, et à partir de là, normalement je pourrais retirer mon argent sans souci si le prix du token n'a pas déjà trop dégringolé depuis le lancement. On peut donc considérer ça comme validé, et sur ce jeu-là, en l'espace d'environ 2 semaines, j'aurais donc pu retirer 4 $. Disons que j'ai passé environ une demi-heure à jouer chaque jour, ce qui doit pas être si loin que ça de la réalité. Ça fait qu'au total, il m'aura fallu 14 jours pour retirer. Eh bien, on arrive à 60 centimes de l'heure. Ça reste donc très faible. Voilà pour mes expériences sur ces deux jeux-là. Maintenant, je veux revenir sur plusieurs points et les mettre en avant parce qu'il y a vraiment quelque chose à gratter de ce côté-là qui est très intéressant. Le premier point, c'est qu'on arrive enfin à des modèles qui sont un petit peu plus sains que ce qu'on a l'habitude de voir. Si on compare ça à des Step-N ou des Axie Infinity, là où pour pouvoir jouer, déjà il faut venir sortir un billet. Et en plus de ça, le seul intérêt du jeu finalement, c'est de venir générer des tokens qui sont utilisés pour améliorer ton personnage ou tes baskets. Dans l'objectif de venir générer plus de billets pour pouvoir améliorer ton personnage ou tes baskets, eh bien il y a quand même une grosse évolution de ce côté-là. Au niveau de Décaron, même si le jeu je l'ai pas trouvé du tout plaisant à jouer, on est face à un modèle qui est assez intéressant. Avec l'idée qu'il y a toujours besoin de cristaux, et je l'ai peut-être pas précisé dans la première partie, mais les échanges se font dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux venir acheter des tokens de cette crypto-monnaie là pour pouvoir venir les échanger contre des cristaux. Et sur Décaron G, c'est plutôt bien foutu parce que tu as toujours besoin de cristaux. Vraiment, si tu veux bien progresser dans le jeu, tu vas en avoir besoin. Si tu veux optimiser ton personnage, tu vas en avoir besoin. Si tu veux avoir des caractéristiques un petit peu comme du FM dans Dofus pour pouvoir rajouter des stats spéciales, tu vas en avoir besoin. Je trouve que c'est plutôt bien intégré. Et ça permet également de sortir de cet objectif d'avoir un jeu, là où l'objectif final c'est juste de faire de l'argent. Je suis convaincu que pour des jeux comme ça, il y a très clairement des joueurs qui jouent juste parce qu'ils ont envie de jouer au jeu. Et c'est d'ailleurs totalement possible. Je vois là vraiment un modèle assez intéressant. Et on se rend compte qu'on n'est pas sur des jeux qui sont inventés pour pouvoir permettre de faire de la DeFi, mais bien qu'on est sur des jeux dans lesquels on a incorporé une méthode avec les crypto-monnaies pour pouvoir rémunérer de temps en temps les utilisateurs et pas l'inverse. Et ça, je trouve ça très prometteur. Imagine ce genre de feature qui serait disponible sur un World of Warcraft ou encore sur un Dofus. Pour moi, ce serait très clairement très pertinent, même si on est encore très loin de voir ce genre de choses. Le deuxième point, c'est que ces jeux-là sont gratuits. Alors je dirais pas totalement gratuits parce qu'évidemment ce sont des jeux freemium, c'est-à-dire que tu peux totalement jouer gratuitement, mais que si tu veux progresser plus vite dans le jeu et du coup avoir un avantage compétitif pour pouvoir générer plus d'étoiles ou alors plus de cristaux, et bien là par contre il va falloir passer à la caisse. Et là pour le coup ce sont des achats un petit peu standards comme ce qu'on peut avoir sur des jeux classiques, avec tout simplement de la dépense en carte bancaire. Les fameuses 14 000 gemmes qui sont à 120 balles par exemple. Bah oui, finalement, il faut quand même que la boîte derrière le jeu se fasse un petit peu d'argent, hein. C'est clairement pas sur les tokens qu'elle va le faire. Le troisième point que j'ai envie de mettre en avant, c'est le fait que j'ai été vachement surpris par le deuxième jeu, par Crypto Arena, le jeu qui ressemble un petit peu à un Clash Royale. Parce que clairement, c'est un jeu auquel je pourrais jouer. À l'inverse de Décaron G, là où vraiment à chaque fois que je l'allumais, ça me faisait chier. On est sur un jeu donc qui est assez simple, hein, qui reprend les codes d'un Clash Royale, et vu que c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien, qui est fun et qui te permet de jouer contre quelqu'un en temps réel, eh ben je trouve que ça se prête très bien à ça. Vraiment, je te le dis, hein, il y a quelques années quand je jouais aux jeux mobiles, on m'aurait présenté ça, j'aurais dit carrément ça m'intéresse, j'ai envie de jouer à ça. Et le fait que si t'atteins un certain niveau et qu'en plus de ça t'as les ressources pour pouvoir effectivement sortir de l'argent de ce jeu tout en jouant à un jeu que t'aimes bien, eh bien finalement je trouve ça beaucoup plus intéressant. La grosse différence entre Crypto Arena et Décaron G, pour moi c'est vraiment le fait que Crypto Arena en fait tu peux jouer quand tu veux. C'est-à-dire que t'as 3
minutes parce que t'attends ton bus ou n'importe quelle raison, tu peux sortir ton jeu, tu peux faire ta partie. Des carons à l'inverse, toutes les 20-30 minutes quand t'as plus de potions, bah faut venir à les refill, sinon tu meurs et tu perds de l'expérience et tu perds du temps. Et t'es clairement obligé de le faire. Donc oui, sur les deux jeux auxquels j'ai joué, j'ai largement préféré celui qui ressemble à un Clash Royale qui s'appelle Crypto Arena. Et le quatrième point que j'ai envie de faire et qui me paraît primordial, c'est de mettre en avant le fait que bah, finalement mon profil, c'est pas le profil cible de ces jeux-là. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un joueur pour vraiment avoir l'expérience d'un joueur et pour pouvoir te faire cette vidéo, histoire que ce soit bien clair et que tout le monde puisse avoir un avis qui, je l'espère, est assez objectif sur ces jeux-là. Mais finalement, ce genre de plateforme, ce n'est pas forcément les Européens que ça va venir cibler. Je pense que tu l'as capté, hein. Avec quelques dizaines de centimes de l'heure dans les cas les plus favorables, clairement, on va pas faire grand-chose nous en tant qu'Européens. Par contre, dans des pays qui ont moins d'argent, pour lesquels ces sommes-là représentent un pouvoir d'achat largement supérieur à ce qu'on peut avoir chez nous, là ça peut être intéressant. C'est notamment ce qu'on a observé avec pas mal de Philippins et de Brésiliens qui jouaient au jeu. En conclusion, je dirais donc que le Play to Earn avance vraiment dans la bonne direction avec ce genre d'initiative. Que les jeux sont vraiment des jeux et sont pas juste des projets de DeFi qui sont cachés derrière des jeux. Mais par contre, pour les personnes qui comptent jouer à ces jeux-là pour venir vraiment générer de l'argent et pour pouvoir le réinvestir par la suite, là par contre, je pense qu'il y a clairement une limite et que finalement, tu risques d'être déçu par rapport à l'investissement temps nécessaire pour pouvoir effectivement générer un petit peu d'argent. Si aujourd'hui on me demandait de recommander ça, je ne recommanderais absolument pas des carongés, absolument pas. Par contre, le deuxième jeu, Crypto Arena, franchement j'aurais aucun souci à recommander ça comme jeu et pas comme jeu Play to Earn, attention, à un copain. Parce que je considère que sur ce genre d'application, vu que les gains restent minimes et qu'en plus de ça les conditions pour venir les récupérer sont parfois floues voire même complexes, bien finalement plus le considérer comme un jeu auquel on a envie de jouer plutôt que comme d'une corvée, d'un travail ou autre pour lequel on va vraiment le faire pour venir générer quelques miettes, eh bien c'est largement plus intéressant. Je n'ai pas épluché tout le catalogue, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment joué à fond à ces deux jeux-là, donc peut-être qu'il y a d'autres pépites dans le catalogue, peut-être qu'il y a des jeux plus intéressants qui payent plus ou alors qui ont des conditions qui sont moins embêtantes. Ou même des jeux qui sont sympas à jouer peut-être. Dans tous les cas, je te mets les liens dans la description si ça t'intéresse de venir checker par toi-même. Et je pense que si cette vidéo t'a intéressé et que t'es bien resté jusqu'au bout, eh bien ma vidéo qui parle des jeux Play to Earn plus classiques, comme par exemple un Stephen ou un Axie Infinity et qui débunk le modèle économique derrière, va vraiment t'intéresser. Je te la mets à l'écran là maintenant tout de suite. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!